Entre mai et août de l'année dernière, 270 personnes ont été arrêtées. C'était des militants, des jeunes, beaucoup de jeunes, mais aussi des journalistes, des blogueurs, etc. Et on a vu d'ailleurs qu'il y a des journalistes et des blogueurs qui ont été arrêtés et qui jugés et certains condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État, tout simplement parce qu'ils avaient partagé les événements de ce qui s'était passé au RIF. Pour ce qu'on a vu aussi, et c'est une pratique, là je te rejoins tout à fait, sur le fait que malheureusement aujourd'hui il est très difficile de mobiliser la communauté internationale sur des situations comme celle du Maroc parce que ce sont des situations qu'on retrouve dans tous les pays aujourd'hui où il y a une contestation sociale extrêmement forte, à savoir justement cette répression, ces arrestations arbitraires et comment on essaye de museler tous ces manifestants. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que, et c'est les cas dont nous avons eu connaissance, de 66 personnes qui ont fait état d'utilisation de la torture les concernant. Et quand on parle de torture et mauvais traitement, ce sont vraiment des cas extrêmement graves. Et où on revient à des méthodes qui n'avaient jamais d'ailleurs disparu au Maroc, comme l'asphyxie, la simulacre de noyade, les positions douloureuses. La position qui est utilisée au Maroc, c'est celle du poulet. Donc je pense que vous savez, c'est-à-dire qu'on accroche les gens par les genoux et les coudes et dans des positions extrêmement douloureuses, les fouettés, l'eau froide, etc. Mais aussi les violences psychologiques, les menaces de viol. On a des militants comme ça qui ont fait état on les avait menacés de les violer eux-mêmes avec des objets. On a fait venir des personnes dans la cellule en disant que s'ils ne parlaient pas, ils seraient violés par tous ces hommes, de menacer aussi de violer leur mère devant eux. Donc des choses quand même extrêmement dures. Et ça, c'est quelque chose malheureusement qu'au Maroc nous dénonçons depuis des années et des années. Le but, c'est d'obtenir des aveux volontaires, comme s'il pouvait y avoir des aveux volontaires sous la torture, mais non seulement la torture est prohibée en toutes circonstances, mais théoriquement la justice ne peut pas utiliser les aveux qui ont été obtenus par la torture parce que justement c'est contraire au droit international et ça représente un procès inique. Donc ça c'est une première chose. On sait que parmi les personnes détenues, il y a 50 qui sont aujourd'hui accusées d'atteinte à la sûreté nationale et un pour terrorisme. Et là aussi, ce qu'on a vu, c'est une pratique qui s'est généralisée ces dernières années au Maroc, c'est-à-dire que les personnes qui justement vont dénoncer les actes de torture qu'elles ont subis en détention vont être à leur tour accusées de fausses dénonciations, ce qui au Maroc est passible de 1 an de prison et de 450 € d'amende. Et c'est le cas notamment de Omar Bourras qui justement lui avait condamné les sévices et se retrouve comme ça inculpé et son cas est toujours pendant. On a également eu l'année dernière, suite justement à l'usage excessif de la force, une répression disproportionnée, une personne qui est décédée, c'est Imam. Vous m'excuserez pour j'ai essayé de noter les noms, mais vous m'excuserez pour les prononciations, Imam El Havi, qui lui est mort justement des suites des blessures qu'il avait reçues. Alors, une autre forme aussi qui est utilisée, c'est les détentions à l'isolement prolongé. Normalement, il est prohibé de mettre à l'isolement des personnes plus de 15 jours. C'est le droit international qui l'établit. Et c'est une pratique, là encore, régulièrement utilisée au Maroc. Et justement, par exemple, le militant Nasser Safi, voilà, qui justement lui aussi avait dénoncé les actes de torture qu'il avait subis pour que la justice obtienne des aveux, et bien a été mis en isolement prolongé avec d'autres militants. Et tout ça, voilà, c'est tout un contexte qui vise à étouffer. Alors pour la première fois,
fois, déjà, le ministre de la Justice a dit que, a déclaré, hein, c'était en juillet, a déclaré que 66 examens avaient été ordonnés suite aux plaintes de torture, hein, puisque même la Commission nationale des droits de l'homme marocaine avait fait état de 23 cas présumés et a demandé des enquêtes complémentaires. Sauf qu'à ce jour, ce qu'ont déclaré notamment des avocats avec qui nous avons été en contact, les examens ont lieu bien après que les dénonciations de torture étaient faites, ce qui fait que déjà les blessures étaient en stade de cicatrisation, il n'y a pas eu de radio, il n'y a pas eu d'examen approfondi et on ne sait pas ce que ces examens ont donné. Et là, pour revenir, on voit bien cette volonté de l'État marocain de vouloir paraître se conformer à la justice et aux normes internationales et en fait détourner tout ce qui est procédure pour justement ne pas avancer. Et surtout, parmi ces personnes qui ont dénoncé les actes de torture, eh bien, on a vu que nombre d'entre elles avaient été jugées, alors que théoriquement, leur cas doit être examiné. Elles avaient été jugées et condamnées sur la base des aveux obtenus sous la torture. C'est-à-dire qu'on voit bien là encore comment, ok, on prend les plaintes, mais on juge et on condamne sur les aveux, ce qui est totalement illégal. Alors, ça c'est un phénomène, l'utilisation de la torture est quelque chose de, on peut dire, endémique au Maroc. Nous, en 2015, on avait déjà sorti un rapport sur la torture au Maroc. On faisait cas de 170 personnes que nous avions, notamment entre 2010 et 2015. C'était des cas, il y avait aussi bien des hommes, des femmes, des enfants, donc des mineurs, et nous dénoncions justement toutes les pratiques qui étaient utilisées, hein, comme je le disais en introduction. Ce qu'on voit aussi, c'est que les cibles de ces arrestations arbitraires et de torture, eh bien, ce sont des jeunes principalement, des militants, des défenseurs des droits humains, des opposants politiques, mais ça peut être aussi de simples passants qui sont proches d'une manifestation. On a des cas de femmes comme ça qui étaient à côté d'une manifestation, qui regardaient et qui se retrouvent arrêtées et torturées. Donc c'est vraiment là un système qui est mis en place pour faire taire. Suite au rapport d'ailleurs que nous avions sorti, nous avons 2 personnes d'Amnesty International qui ont été arrêtées puis expulsées du Maroc, dont le directeur de la recherche pour l'Europe et l'Asie centrale, c'est John Dalusen. Et c'est vrai que nous avons eu des tensions très très fortes avec le Maroc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que finalement, on a plusieurs étapes qui ont renforcé cette répression parce qu'il y a eu bien sûr 2001-2002 avec le 11 septembre et le fait de toute la coopération antiterroriste avec les États-Unis, les Européens, etc. Ensuite, et là on a vu aussi qu'il y avait un renforcement de la répression, c'est autour des printemps arabes où le gouvernement marocain avait peur qu'il y ait une contestation qui se développe au Maroc. Et on l'a vu aussi à partir de 2015, là aussi on a vu un renforcement, je dirais une aggravation des pratiques. Et il est très intéressant de voir que il est très intéressant de voir que finalement il y a l'impunité qu'il y a au Maroc. Bien sûr, elle est de fait puisque les dossiers ne sont pas suivis. On voit que les juges, voilà, il y a, je ne veux pas dire que les dossiers sont classés, mais ça n'aboutit pas, etc. Les plaintes n'aboutissent pas. Et on a vu, c'était en 2014, quand il y a eu justement, c'était suite à une plainte de, je crois que c'était l'ACAT, je ne sais pas si la FIDH était associée, l'ACAT, pour le directeur des renseignements, il y avait... qui était à la voie judiciaire. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y avait des plaintes pour
l'utilisation de la torture sur des Marocains. Il faut savoir que la Convention contre la torture, dont le Maroc est à partie, eh bien, impose une compétence universelle. C'est-à-dire que la France, en l'occurrence, eh bien, a une compétence universelle sur les cas de torture et sur les disparitions forcées notamment. Donc, un juge français peut être amené à prendre un dossier qui concerne un acte qui a été commis dans un pays étranger par des personnes de ce pays sur des personnes de ce pays, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune implication de la France. Et ce cas s'est posé et il y a eu une rupture des relations judiciaires entre le Maroc et la France, puisque les juges avaient été à l'ambassade pour demander à entendre cette personne. Donc cette rupture des relations judiciaires a eu un impact très fort, d'autant qu'il faut se souvenir qu'en janvier 2015, c'est quand il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo avec les crimes qui se sont passés et que la France était extrêmement impliquée dans le Sahel et que pour elle, la collaboration au niveau du renseignement entre le Maroc et la France était essentielle par rapport au Sahel. Donc on a abouti à un accord qui, contrairement à ce que dit le Parlement, restreint la liberté du juge français pour poursuivre et surtout le recours pour poursuivre. Et donc là, on voit une difficulté et un renforcement d'une certaine forme d'impunité. Mais, et je finirai là-dessus et après je pense que c'est important qu'on échange. Mais ce qu'il faut voir également, c'est qu'au-delà de cette répression sur la société civile marocaine, nous constatons et nous dénonçons depuis des années ce qui se passe aussi dans le Sahara occidental avec les Sahraouis. Et d'ailleurs, on a vu que l'année dernière, les 20 militants sahraouis qui avaient été arrêtés à Izik, voilà, c'est ça, d'abord jugés par un tribunal militaire, suite à une condamnation par le comité des Nations Unies qui ont été rejugés l'année dernière par les tribunaux civils, ont été là aussi eux-mêmes condamnés sur la base d'aveux qui avaient été obtenus sur la torture. Et donc toutes les pratiques que l'on voit aujourd'hui, le fait de ne pas enregistrer les organisations, d'empêcher les défenseurs étrangers de venir, les organisations internationales, d'empêcher les journalistes, tout ce qu'on a vu déjà qui était mis en pratique depuis des années au niveau du Sahara occidental, aujourd'hui finalement s'étend à tout le Maroc et là on voit bien que la question de la lutte contre l'impunité est majeure. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, et ça, bon, moi aujourd'hui je travaille essentiellement sur l'Amérique latine et partout dans le monde on voit la même chose. Au Maroc, malgré les engagements qui avaient été pris sur la commission Vérité et Réconciliation, pour les crimes qui ont été commis entre 1956 et 1990, on n'a pas avancé d'un iota. Il y a une impunité. Cette impunité, une fois qu'elle s'installe, les forces de police, les autorités, etc., elle se perpétue. Et on voit là pourquoi, c'est pas uniquement la libération des personnes qu'il faut demander, mais c'est vraiment qu'il y ait la vérité, la justice. Parce que tant qu'il y a impunité, on continue à arrêter arbitrairement, on continue à faire disparaître et on continue à torturer. Donc, et ça, quelles que soient les populations dans un pays, il faut vraiment à chaque fois se battre et ne jamais tolérer qu'on puisse utiliser ces méthodes. Merci.